À tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire autour de la vaccination et plus particulièrement de la prévention des infections respiratoires chez la personne âgée. Daniel Rigaud, donc je suis pharmacien d'officine et l'URPS en charge de la vaccination. Et donc, on continue notre série de vaccination avec des experts régionaux. Donc, très heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Anne Conrad, infectiologue aux HL et grand spécialiste, notamment pour la SPIL, sur la vaccination des patients greffés de cellules souches hématopoïétiques, qui fait un gros travail en ce moment pour sortir la vaccination de l'immunodéprimé, le nouveau référentiel qui devrait sortir en 2027. Donc, merci encore pour tout son travail, ainsi que le docteur Robin Gourmelon qui apportera son regard de gériatre sur la vaccination de la personne âgée. Et je remercie également le docteur Marie Sekala, directrice médicale chez Pfizer, avec qui nous avons co-construit ce webinaire et qui nous donnera aussi des données d'efficacité de différents vaccins. Donc, sans plus attendre, slide suivante. Oui, juste en préambule, vous pouvez poser vos questions sur le chat, je les compilerai et on fera une session questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, slide suivante. Moi, je voulais vous faire un petit rappel, un rappel ou une découverte de ce qu'est maintenant la vaccination par le pharmacien sur une année pleine et entière, à savoir 2025. On a eu les arrêtés de 2023, il a fallu s'y mettre, il a fallu s'approprier le calendrier vaccinal. Donc, on va dire que l'année 2025 est vraiment une année pleine pour la vaccination par le pharmacien, avec une augmentation juste stratosphérique, donc 6,6 millions de doses de vaccins injectées en 2025 en pharmacie, hors grippe et Covid, bien évidemment. Donc, alors, IQVIA qui nous fournit les statistiques a un peu affiné. Donc, on est plus proche de 30% en autoprescription et 70% sur prescription médicale. Mais ça représente quand même un volume très important. Ça demande des organisations, ça demande du temps. Donc, voilà, on espère continuer. Nous, à l'URPS pharmacien en Auvergne-Rhône-Alpes, on espère voir ce chiffre encore augmenter et que la part de la prescription vaccinale par le pharmacien augmente également à travers divers projets et formations. Slide suivante. Donc, qu'est-ce que ça se décline comment? Donc, si le cœur de notre vaccination, ça reste le DTCP, il y a d'autres vaccinations qui progressent, comme le vaccin Zona. Le vaccin Zona, pour la simple et bonne raison qu'il y a un temps de préparation qui est assez long, aux alentours de 6 minutes, et qui fait qu'il est peu fait en cabinet de médecine de ville, mais il est souvent prescrit par les médecins ou par le pharmacien. Donc, on verra à la fin de l'année, là, avec l'arrivée d'un vaccin tout près, si ça change. Et puis, depuis septembre 2025, on a cette fameuse autorisation à vacciner tous les patients de plus de 65 ans contre la pneumonie. Et là, c'est vraiment une augmentation exponentielle de cette prescription avec deux vaccins dont on reparlera. Donc, ça représente plus d'1 million de vaccins pneumo en 2025. Slide suivante et la dernière pour moi. Donc, on voit sur la courbe sur 2025, c'est la courbe du haut, que maintenant la campagne automnale classiquement grippée Covid est aussi une formidable rencontre de la population âgée avec la vaccination. Donc, on fait grippée Covid classiquement, mais on va aussi proposer d'autres vaccins. On va prendre rendez-vous, on va informer la population. Donc, c'est vraiment le grand rendez-vous de la population âgée avec la vaccination. Donc, sans plus attendre, je laisse la main au docteur Conrad. Merci à elle. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à donc participer à ce webinaire. Et donc, moi, je vais commencer par un point épidémiologique. Donc, voici mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt.
Slide suivante. Donc, on a choisi de parler de la prévention des infections respiratoires chez les personnes âgées parce que, comme vous le savez tous, notre société fait face à un vieillissement de la population. Et en ce qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, elles constituent actuellement un quart de notre population. Et d'ici à 2050-2070, il est estimé qu'elles représenteront un tiers de la population. Or, ces personnes âgées ont un risque infectieux augmenté. Passez à la slide suivante. Risque infectieux augmenté en lien avec de multiples facteurs. Donc, on pense souvent à l'immunosénescence, qui est une partie du vieillissement du système immunitaire, mais ce risque infectieux augmenté, il est dû à plein d'autres phénomènes en lien avec le vieillissement. Donc, le vieillissement des organes, des interfaces, donc des muqueuses respiratoires, notamment les troubles de déglutition qui sont plus fréquents, les comorbidités surtout qui sont plus fréquentes. Je vous montrerai des données tout à l'heure. Les traitements qui peuvent parfois impacter l'immunité, la dénutrition, la sarcopénie qui est plus fréquente chez les personnes âgées. Et enfin aussi parce que un certain nombre des personnes âgées vivent en collectivité, sont donc exposées à plus de pathogènes et aussi parce qu'on fait face à des couvertures vaccinales encore insuffisantes. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, on a choisi de parler de deux pathogènes principalement aujourd'hui, donc du pneumocoque et du VRS. Donc, le pneumocoque, pour rappel, c'est une bactérie qui est commensale des muqueuses respiratoires, qui est donc retrouvée en portage, en particulier chez les enfants, jusqu'à 50% des enfants qui sont porteurs, et qui peut être responsable aussi donc d'infections, infections, on va dire plutôt muqueuses avec les otites, les sinusites. Puis, si on augmente en gravité, les pneumonies. Et donc là, le message important, c'est que le pneumocoque, c'est la première cause de pneumonie aiguë communautaire d'origine bactérienne. Et si on augmente encore en gravité, et heureusement, c'est des événements ensuite moins fréquents, on a les infections invasives à pneumocoque qui comprennent les bactériémies. Et en haut de la pyramide, c'est les méningites. Donc, pneumocoque qui est aussi la première cause de méningite aiguë purulente. Slide suivante. Hein, donc d'abord un focus sur l'épidémiologie des pneumonies aiguës communautaires, donc pour lesquelles il faut savoir que très souvent on n'a pas de documentation, mais donc les données de la littérature nous montrent que pneumocoque est la principale bactérie responsable. Donc vous avez ici des données allemandes qui sont probablement similaires en France, qui vous montrent que l'incidence de la pneumonie aiguë communautaire hospitalisée augmente de façon très notable avec l'âge, après 60 ans. Hein, donc avec des incidences, là c'est donné 2005-2006, de 35 pour 1000 habitants chez les plus de 90 ans. Et aussi, de façon parallèle, on a une augmentation de la mortalité chez les patients hospitalisés pour pneumonie aiguë communautaire. Hein. Donc là, c'est vraiment notable avec après 60 ans, 10, voire après 90 ans, 25% de mortalité lorsqu'une personne âgée est hospitalisée pour une pneumonie aiguë communautaire. Donc, ce qui fait de la pneumonie aiguë communautaire la première cause de décès d'origine infectieuse chez la personne âgée. Slide suivante. Chez les personnes âgées institutionnalisées, les pneumonies sont encore plus fréquentes. Donc, on a des données d'une étude prospective qui avait été menée dans le sud de la France, publiée en 2017, un cure study, d'après laquelle une personne sur cinq institutionnalisée en EHPAD présente chaque année une pneumonie. Et la dernière enquête nationale de prévalence en 2024 montrait qu'un jour donné, une personne sur 300 institutionnalisée en EHPAD est en cours de traitement pour une pneumonie aiguë. Slide suivante. Donc, encore plus grave, les infections invasives à pneumocoque. Donc, vous avez ici les données EpiBac de 2024. Il y a eu près de 7000 infections invasives
à pneumocoque en 2024, avec une courbe classique, hein. Les infections invasives à pneumocoque, ça concerne principalement les nourrissons, et là, c'est surtout des méningites, et les personnes âgées, hein, donc avec un fardeau qui est majeur aux deux extrêmes de la vie. Et les personnes âgées vont essentiellement faire des bactériémies et également des méningites. Des données canadiennes avaient rapporté par le passé jusqu'à un tiers de mortalité en cas d'infection invasive à pneumocoque chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Slide suivante. Pourtant, on a des moyens de prévention efficaces, les vaccins pneumococciques conjugués. Vous avez ici les données du dernier rapport d'activité du CNR des pneumocoques français qui vous montre l'incidence des infections invasives à pneumocoques pour différents groupes d'âge, donc de gauche à droite, les nourrissons, puis les enfants de 2 à 5 ans, puis les ados enfants et ados de 5 à 17 ans, puis les adultes de 18 à 64 ans, et enfin sur la droite, les personnes âgées de plus de 64 ans. Donc là, ce que vous voyez, c'est deux choses. C'est suite à l'introduction de la vaccination systématique des nourrissons contre le pneumocoque dans les années 2005-2006, on a constaté une diminution de l'incidence des infections invasives à pneumocoque dans cette tranche d'âge, avec en revanche l'émergence de sérotypes pneumococciques non vaccinaux. C'est les couleurs autres que le violet. Le violet, c'est les sérotypes contenus dans le Prevnar 13. Et l'autre information importante, c'est donc les infections invasives à pneumocoque, c'est fréquent chez les personnes âgées, mais les personnes âgées profitent de l'immunité de groupe par la diminution du portage chez les nourrissons et les enfants grâce à la vaccination. Donc avec une diminution de l'incidence des infections invasives à pneumocoque au cours des dernières années grâce à la vaccination essentiellement des nourrissons. Slide suivante. Pour les infections à pneumocoque, les comorbidités jouent un rôle important. Et là, il est important de se rappeler que les personnes âgées sont fréquemment porteuses de comorbidités. Ça, c'est des données publiées en 2012 qui vous montrent qu'après 60-65 ans, plus de la moitié de la population a au moins deux comorbidités. Et plus on va avancer en âge, plus les personnes âgées cumulent les comorbidités. Slide suivante. Or, les comorbidités augmentent le risque d'infection invasive à pneumocoque. Donc ça, c'est les données d'une méta-analyse publiée l'an dernier qui vous montre donc pour différents types de maladies sous-jacentes, sur la partie supérieure des maladies responsables d'immunodépression, la partie inférieure des maladies, on va dire, chroniques, et pour différents groupes d'âge, les moins de 65 ans en bleu, les plus de 65 ans en jaune, et l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, en rouge. Donc, vous voyez déjà que les maladies responsables d'immunodépression sont associées à un surrisque d'infection invasive à pneumocoque, en particulier pour la transplantation d'organes solides, avec une augmentation de l'incidence d'un facteur 30, les maladies hématologiques, augmentation d'un facteur 20, le VIH, la splénie, mais également donc les maladies chroniques qui ne sont pas responsables d'une immunodépression à proprement parler, mais où il y a quand même des modifications immunitaires, comme les maladies hépatiques, rénales, surtout chroniques, et aussi donc les maladies pulmonaires et cardiaques chroniques. Donc toutes ces maladies chroniques augmentent encore le risque d'infection invasive à pneumocoque. Slide suivante. Et donc, ces données américaines vous montrent l'augmentation du risque de pneumonie sur la gauche et du risque d'infection invasive à pneumocoque en fonction de la présence et du nombre donc de maladies chroniques, on va dire classiques, c'est les barres en bleu, et responsables d'une immunodépression en orange. Et donc, vous voyez que plus vous êtes immunodéprimé et plus vous cumulez des maladies chroniques ou maladies associées à une immunodépression, plus votre risque de pneumonie et d'infection invasive à pneumocoque augmente. Slide suivante.
Donc, deuxième pathogène sur lequel on voulait faire un focus, c'est le virus respiratoire syncytial. C'est un virus à ARN enveloppé qui circule tous les ans, hein, qui est responsable d'épidémies saisonnières à l'automne et l'hiver. C'est la première cause de bronchiolite aiguë chez le nourrisson, ça c'est assez connu. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que tout au long de notre vie, on va se réinfecter tous les 2 à 5 ans avec le VRS. Le VRS est responsable donc de tableaux d'infection respiratoire aiguë haute, on va dire bénigne, avec euh, plus volontiers des symptômes respiratoires marqués, notamment par comparaison avec le virus influenza. Mais c'est un virus qui est aussi associé à des infections respiratoires aiguës basses, notamment chez les personnes âgées, en particulier les plus âgées, les plus fragiles, et chez les adultes immunodéprimés. Et au-delà de ces présentations respiratoires, on a maintenant tout un corpus de littérature qui montre que le VRS est associé à des présentations cliniques atypiques, à des décompensations de comorbidité, des complications notamment cardiovasculaires, dont on vous parlera un peu plus tard au cours de ce webinaire. Slide suivante. Le fardeau du VRS, autant chez le nourrisson, il est bien connu, chez la personne âgée et l'adulte en général, jusqu'à présent, était plutôt pas très bien connu parce qu'en fait, sous-diagnostiqué. Mais vous avez ces données d'une étude française, étude de modélisation à partir de données du SNDS, qui conclut que finalement, le fardeau associé au VRS, il est grosso modo similaire à celui de la grippe. Le VRS est responsable même de plus de consultations en médecine générale, à peu près autant d'hospitalisations chaque année, donc environ 24 300 hospitalisations par an, dans 10% en unité de soins intensifs. Une mortalité dans cette étude de modélisation qui était inférieure à celle liée à la grippe, avec quand même 900 décès par an en lien avec une infection par le VRS, et surtout un coût et donc un fardeau économique sur le système de soins de notre société qui est important. Slide suivante. Ce qu'il faut bien retenir, donc, c'est que ces pathogènes respiratoires, au-delà des infections respiratoires hautes et basses, vont être responsables donc de décompensation de maladies sous-jacentes, vont être responsables de complications extra-respiratoires, cardiovasculaires, fonctionnelles, qui seront détaillées par mon collègue par la suite, sont associées donc à des hospitalisations, à une mortalité et en somme à un coût important. Vous avez ici des estimations pour la France en ce qui concerne le poids économique dû aux pneumonies et estimations aux États-Unis chaque année. Donc, vous voyez, c'est des coûts importants pour nos systèmes de santé. Slide suivante. Donc, au-delà des infections, de cette présentation respiratoire, les infections respiratoires sont associées à un risque accru de complications cardiovasculaires. Vous avez sur la gauche les résultats d'une méta-analyse en ce qui concerne les complications cardiovasculaires associées aux pneumonies aiguës communautaires, donc avec jusqu'à 14% de complications cardiaques, 4,5% de syndrome coronarien aigu, donc c'est majeur, presque 10% d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est un risque qui est d'autant plus important que la personne atteinte de pneumonie aiguë communautaire est déjà atteinte d'une maladie cardiaque chronique, est à haut risque cardiovasculaire. Sur la droite, vous avez les données d'une étude américaine parmi 6248 personnes hospitalisées, VRS positives lors de l'hospitalisation. Et là, vous voyez que près de 1 personne sur 5 présentait lors de cette hospitalisation un événement cardiaque, avec en particulier l'insuffisance cardiaque présente chez 15% de ces personnes hospitalisées VRS positives. La suivante. On a donc des moyens de prévention efficaces. D'abord, donc, on parle de la vaccination contre le pneumocoque. Pour rappel, quels sont les adultes ciblés par la recommandation vaccinale contre le pneumocoque actuellement? Donc, c'est toutes les personnes âgées
de 65 ans et plus. Et donc, vous avez vu l'incidence des infections invasives à pneumocoque, l'incidence de la pneumonie communautaire, elle décolle dès 60-65 ans. Donc, il n'y a pas lieu d'attendre qu'une personne soit âgée de 75-80 ans. C'est dès 65 ans, vous pouvez vacciner. Et quel que soit l'âge, donc je ne parle que des adultes, il faut penser à vacciner les personnes à risque intermédiaire. C'est les personnes qui ont une maladie chronique, cardiopathie, BPCO, hépatopathie chronique, diabète, insuffisance rénale. Ces personnes sont très largement sous-vaccinées alors qu'elles sont à risque accru d'infection pneumococcique. Et bien sûr, toutes les personnes immunodéprimées à proprement parler. Slide suivante. Et donc là, le schéma vaccinal a été simplifié depuis 2024 avec donc un seul schéma vaccinal chez l'adulte. C'est une dose de vaccin pneumococcique conjugué en attendant le positionnement de la HAS. C'est une dose de vaccin pneumococcique conjugué à 20 valences, Prévenard 20, ou une dose de vaccin pneumococcique conjugué à 21 valences, Capvaxive. Et donc, ce schéma vaccinal, il est recommandé à toutes les personnes qu'on a vues sur la slide précédente, soit si elles n'ont jamais été vaccinées, si leur statut vaccinal est inconnu, ce qui concerne la majorité des personnes, et pour celles qui auraient été antérieurement vaccinées, c'est 5 ans après un schéma Prime Boost Prévenard 13 Pneumovax reçu par le passé. Je vous mets juste ici la composition des vaccins. Donc, le vaccin Capvaxive pneumococcique conjugué à 21 valences, ce n'est pas du 20 valent plus 1, c'est un choix de sérotype différent qui, d'après les données du CNR des pneumocoques, permet en France une meilleure couverture sérotypique, 85% versus 65% pour le vaccin pneumococcique conjugué à 20 valences. Slide suivante. Et qui et comment vacciner contre le VRS? Donc, il y a une recommandation de vaccination de la femme enceinte. Donc, au choix, vaccination de la femme enceinte pour protéger son nourrisson ou immunisation passive du nourrisson par un anticorps monoclonal après la naissance. Si la future maman fait le choix d'être vaccinée, donc c'est qu'à certaines périodes de l'année, mais je ne vais pas avoir le temps de détailler, c'est une dose de vaccin protique recombinant sans adjuvant, la Brisvo, recommandée en France entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée et qui est remboursée. Pour la personne âgée, la vaccination contre le VRS est recommandée par l'HAS, est inscrite au calendrier vaccinal des 2025 et 2026, mais actuellement pose le problème de toujours ne pas être remboursée. Mais donc la recommandation, c'est vaccination contre le VRS pour les personnes âgées de plus de 65 ans avec une maladie cardiaque ou respiratoire à risque de décompensation et vaccination pour toutes les personnes âgées de 75 ans et plus, quelle que soit leur comorbidité. Slide suivante. Et enfin, je terminerai par ça. Donc, ça fait pour les personnes âgées un certain nombre de vaccins qui sont recommandés. Grippe, Covid, VRS, pneumocoque, Zona. Donc, c'est le combo de la personne âgée. Et également, ça se ressemble beaucoup à ce qui est recommandé à une personne qui ne serait pas encore une personne âgée, mais qui est immunodéprimée. En termes de co-administration, je pense, en tant qu'infectiologue, moi, je suis assez pragmatique. Tout est possible pour les vaccins inertes, en des sites différents. Mais en fait, tout n'a pas toujours été spécifiquement étudié. Et donc là, dans le tableau, je vous récapitule les données que j'ai trouvées dans les RCP. Pour l'Abrivio, la HS dit bien qu'il est possible de le co-administrer également avec le vaccin contre la COVID-19. Peut-être donc la seule exception à cette règle que tout est possible, c'est chez la femme enceinte. Il est recommandé de dissocier la vaccination contre le VRS de la vaccination contre la coqueluche parce que la co-administration est associée à une moindre réponse à la valence coqueluche. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole au docteur Gourmelon. On ne vous entend pas, il faut que vous démutez votre micro. Est-ce que là, ça marche à nouveau ou pas?
Ouais. Du coup, Robin Gourmelon, merci de me passer la parole. Donc, je suis cardio-gériatre sur l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. J'ai été sollicité pour vous présenter un peu plus largement les grands principes de la gériatrie dans un contexte de vaccination. Donc, je vais être un petit peu moins précis sur le VRS ou le pneumocoque. On va être un petit peu plus transversal. Donc, pour cette présentation, j'ai pas de conflit d'intérêt notable. Diapo suivante. Voilà, donc bon, ça c'est la grande diapo un petit peu classique sur sur la vaccination, pardon. Hop, attendez, j'ai un souci ordinateur. Hop, voilà. Sur la fragilité chez le sujet âgé, donc en gros, la fragilité, il faut comprendre que c'est quelque chose qui englobe énormément de choses, des critères qui vont être à la fois cliniques, mais aussi paracliniques, de milieu de vie, de fragilité sociale. Enfin, voilà, c'est un très grand sac dans lequel on met énormément de choses. L'objectif, c'est d'inclure le maximum de personnel de soins, de soignants pour essayer de contenir un petit peu tout ça. Et donc, pour réussir à le contenir, il faut le comprendre. Et donc, le modèle de bouchon, qui est le modèle qui est le plus utilisé, est assez simple à comprendre. Vous voyez en bas à droite sur la slide, vous avez une courbe linéaire rouge qui est le vieillissement physiologique, avec une certaine baisse de performance sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, vous avez sur des pathologies en chronique apparue une accentuation de cette pente qui est donc retrouvée avec la petite flèche bleue. Et par-dessus, vous allez rajouter des décompensations ou des facteurs aigus qui vont à nouveau vous aggraver la pente et devient verte et qui soit va permettre ensuite un traitement de remonter un petit peu à la base, soit hélas parfois peut mener au décès. Donc la fragilité, encore une fois, c'est quelque chose de très large et même variable en termes de définition. Globalement, elle est quand même très prévalente chez le sujet âgé. Plus les patients vont vieillir, plus cette prévalence va augmenter. Les deux modèles principaux sont ceux de Fried et de Rockwood que je vous détaille juste après. Mais globalement, les variations, vous voyez, je marque de 5 à 58%, ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, au-delà de 65 ans, un patient de 65, 75, 85, 95 ans, ils sont tous mis dans le même sac, entre guillemets, en termes de définition, et pourtant, c'est des patients extrêmement différents. Diapo suivante. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer comment on passe de la phase 2 à la phase 3. Donc vous avez effectivement votre patient qui était sur la ligne rouge que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous allez rajouter par-dessus une pathologie chronique type BPC ou insuffisance cardiaque pour les plus fréquentes. Là-dessus, vous rajoutez une pneumopathie, une exacerbation de BPCO, et hop, vous allez tomber directement au niveau de la flèche verte de tout à l'heure avec des comorbidités qui vont en plus normalement se décompenser en cascade, comme c'est souvent le cas, et sur lequel je reviens tout à l'heure. Diapo suivante. Les deux principales approches de fragilité, vous avez celle de Fried, qui est une approche phénotypique. En gros, on mesure cinq éléments de façon directe ou autodéclarée, donc essentiellement la perte de poids, l'épuisement, la vitesse de marche. En général, on fait le TM6 ou le tête de marche de 4 mètres, la faible force de préhension avec le hand grip et la faible activité physique. Et en fait, en fonction des résultats de ces examens-là, on va établir un niveau de fragilité avec un risque accru d'issue un petit peu péjorative en cas de présence d'une maladie ou d'un facteur de stress aigu, typiquement comme les infections respiratoires. Rockwood, lui, c'est quelque chose d'un petit peu plus transversal avec en fait une comparaison entre les atteintes cliniques et le handicap. On va ajouter les chutes, les troubles neurocognitifs, etc. Et qui vont scorer progressivement à une fragilité. Cette fragilité va avoir un impact sur l'autonomie globale du patient et c'est donc cette vision-là que Rockwood a proposée. En réalité, les deux sont très bien, les deux ont leurs limites et au quotidien, les deux sont utilisés. Diapo suivante. Ce qui est très important, c'est surtout d'être capable de mesurer, d'évaluer l'impact du vieillissement sur l'autonomie du patient. Il y a le vieillissement, il y a aussi les polypathologies, les comorbidités, etc. Si on prend un exemple tout bête, vous avez un patient qui arrive, admettons 82 ans, peu importe, qui présente une baisse de vue. Bon, on se dit une baisse de vue à 82 ans, c'est normal, c'est pas grave, tout va bien. En réalité, cette baisse de vue va gêner le patient plus que ce qu'il ne croit, plus que ce qu'il va dire, avec notamment des risques de confusion de traitement. Ça va l'empêcher de conduire, donc ça va réduire son autonomie, ça va augmenter son risque de chute, ça va limiter son lien social, etc. Donc en fait, des petits éléments comme ça, si on les prend en charge très vite, permettent d'augmenter l'autonomie et de prévenir surtout la diminution de l'autonomie assez largement. Donc pour ça, nous, on utilise pas mal de grilles, hein, dont je vous passe les noms et les détails, mais globalement, c'est vrai qu'on passe énormément de temps à bilanter nos patients de façon un peu globale pour réussir à répondre à un certain nombre de questions que nous posent nos confrères. Diapo suivante.
Donc là, je vous présente très rapidement les différents types de vieillissement. Donc, diapo suivante, vous avez tout d'abord le vieillissement réussi, qui est celui qu'on retrouvait finalement sur la ligne rouge du modèle de Bouchon, avec une absence d'atteinte des fonctions physiologiques, de pathologies chroniques. Vous avez une préservation globale physique, mentale, sociale. Donc, c'est un patient qui finalement, pour qui l'âge n'est qu'un critère numérique sur une carte d'identité, mais avec une autonomie qui reste complètement comparable à des patients plus jeunes. Diapo suivante. Ensuite, vous avez le vieillissement normal ou habituel. Donc là, vous avez une atteinte physiologique de certaines fonctions, comme la presbyacousie, la perte de vue, dont on a parlé tout à l'heure. En revanche, vous n'avez pas de pathologie chronique sévère ou invalidante, ce qui permet quand même de préserver globalement les fonctions physiques, mentales et psychosociales, avec quelques limitations, mais qui vont avoir un impact assez faible. En diapo suivante. Ensuite, vous avez le vieillissement pathologique. Donc là, pour le coup, c'est quand on tombe sur la flèche bleue du modèle de Bouchon. Donc, c'est les patients âgés qui vont présenter des pathologies sévères, évolutives compliquées, avec un besoin sanitaire qui va être élevé. C'est des patients qu'on va voir régulièrement chez leur médecin de ville, chez leur pharmacien pour des médicaments en autoprescription ou pas. Et puis, bien sûr, à l'hôpital, vont être associés avec une augmentation de handicap et de la grande dépendance, avec des difficultés d'intégration sociale, des atteintes psychocognitives, etc. Le principal problème pour la société, essentiellement le coût que ces patients vont avoir en fonction de la gravité et de la durée de leur prise en charge. Diapo suivante. Alors ça, c'est deux cas qui sont très très classiques et que je vous invite vraiment à analyser et dépister. Vous avez les faux robustes, donc c'est les patients qui arrivent classiquement en consultation, qui sont sur leurs deux jambes, un peu solides ou bien apprêtés. Enfin voilà, on a l'impression que finalement tout va bien. Et quand on creuse un peu, bah, c'est des patients avec des hauts niveaux socio-éducatifs qui quand même développent des troubles neurocognitifs, mais comme ils partent de très haut, bah, ça met beaucoup plus de temps à se voir. L'arthrose, bah, finalement, ils ont une activité physique qui est d'emblée réduite, ils ont toujours été un peu sédentaires, donc l'insuffisance cardiaque, l'arthrose, des choses comme ça vont pas forcément parler très vite, à l'inverse d'un patient qui va être plus rural avec une activité manuelle et qui va lui tout de suite se sentir limité par les problématiques ostéo-articulaires, l'essoufflement, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très classiquement et on se méfie beaucoup des patients entre guillemets qui présentent bien parce que souvent c'est un peu piégeux. Et à l'inverse, vous avez le faux fragile, c'est typiquement la petite mamie grignette de 42 kilos qui arrive, vous dites tout là, celle-là, elle est ostéoporotique, sarcopénique, etc. Et en fait, au final, c'est un petit poids constitutionnel, elle a toujours été bien sur ses appuis. Et au final, bah, on se retrouve avec une patiente, quand on regarde dans le détail, qui n'a pas de traitement, pas de maladie, et finalement qui a été comme ça toute sa vie. Donc voilà, c'est un peu les deux profils où il faut se méfier un petit peu, l'habit ne fait pas le moine. Diapo suivante. Alors, concernant le vieillissement, je vais aller assez vite, hein, je pense que je vais vous dire un peu des évidences. Globalement, le vieillissement, c'est un processus biologique qui est un produit d'accumulation d'un vaste éventail de dommages moléculaires et cellulaires. En gros, les cellules, en vieillissant, ont beaucoup plus de mal à se renouveler, à se diviser, etc. Donc, ce qui va réduire la capacité du corps à répondre à certains types d'agressions. Et vous allez aussi avoir des lésions cellulaires directes qui vont modifier parfois certaines choses. Ça va vous augmenter le risque de cancer et plein de choses comme ça. Cette survenue, elle est ni linéaire ni régulière, donc on ne peut pas l'anticiper. C'est assez inégal d'un patient à l'autre, mais globalement, on observe une dégradation progressive des capacités physiques avec une majoration du risque des maladies et bien évidemment du décès à la fin. Diapo suivante. Alors, je reviens très rapidement sur l'immunosénescence. Le docteur Honrad vous en a déjà parlé un petit peu. Globalement, c'est un changement progressif et dégénératif du système immunitaire. En gros, les cellules progressivement vont être de plus en plus vieillissantes et de moins en moins adaptatives, ce qui va provoquer ou favoriser l'arrivée de maladies. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que ces pathologies-là nécessitent des traitements et que donc ces traitements peuvent aussi être moins bien tolérés et avoir des impacts sur le système immunitaire. Par conséquent, vous allez avoir une augmentation de la prévalence des pathologies infectieuses et surtout, vous allez avoir une augmentation de la prévalence des pathologies infectieuses graves. C'est-à-dire que tout le monde peut attraper un rhume, bah, le vieux, il va attraper un rhume grave. Une inflammation chronique qui va contribuer aussi à l'apparition de maladies chroniques, on en a parlé, maladies cardiovasculaires et autres. Les cellules immunitaires vont aussi être différentes en termes de nombre. Vous allez avoir une diminution des lymphocytes T natifs qui ne sont pas spécialisés dans l'immunité et une augmentation en parallèle des lymphocytes T mémoire qui, pour le coup, eux, sont spécialisés. Donc, du coup, ça va limiter le système immunitaire au niveau de sa capacité à s'adapter et à reconnaître des nouveaux agents.
Vous avez aussi, bien sûr, par ce biais-là, une diminution de la réponse vaccinale. Donc, c'est pour ça que vous avez une augmentation paradoxale du besoin de vaccination de ces sujets âgés, alors même qu'il y répond moins bien. Mais finalement, ça a du sens. Et on peut noter quand même quelques effets positifs de l'immunosénescence avec une diminution des maladies immunitaires et des symptômes d'allergie. Diapo suivante. Concernant l'impact des pathologies respiratoires, je vous ai pris un cas. Alors bon, c'est ni grippe ni VRS, mais honnêtement, on aurait pu ni pardon, pneumocoque ni VRS, mais on aurait tout à fait pu imaginer que ce soit ça parce que l'issue sera la même. Donc vous avez une patiente de 86 ans qui est hospitalisée dans le service avec en antécédent une insuffisance cardiaque, une FA, une HTA pour ce qui est cardiovasculaire pur. Vous avez un diabète de type 2 aussi, une insuffisance rénale sur néphrangioschlérose et une néphropathie diabétique en lien avec le DT2, diverticulite, ostéoporose, arthrose diffuse, un ulcère gastro-duodénal en antécédent, une DMLA. Vous voyez qu'elle a toute une liste de médicaments qu'on a assez fréquemment chez le sujet âgé. Vous avez quasiment une dizaine de traitements avec notamment anticoagulants, des antihypertenseurs, un antidiabétique. Voilà, donc c'est le petit cocktail qu'on a d'habitude. À se rappeler que pour nous, les facteurs de risque en termes de polymédication, c'est dès qu'on dépasse 4 à 5 traitements. Donc vous voyez qu'on y est largement. Diapo suivante. Et donc ça, c'est son histoire en résumé, et encore que j'ai un peu édulcoré pour que ça rentre dans une seule diapo. Donc c'est une patiente qui avait développé la grippe, donc comme je peux vous dire, ça aurait tout à fait pu être un VRS. On a eu pas mal de décès sur VRS, nous, cet hiver, sur le service. Donc cette grippe, finalement, va augmenter la dénutrition de cette patiente, diminuer ses défenses immunitaires et sa réponse, et va provoquer une oxygénorequérance. Donc ça, c'est les atteintes directes. En parallèle, vous allez avoir une déshydratation et c'est là où au final vous allez avoir le début de la cascade gériatrique. Parce que cette déshydratation va provoquer une insuffisance rénale aiguë. Je vous rappelle que cette dame était suivie pour une insuffisance rénale chronique, sur lequel du coup elle va surdoser ses AOD qui du coup n'ont pas pu être adaptés étant donné qu'elle n'avait pas consulté avant d'avoir une forme grave de sa grippe. Ce surdosage en AOD a provoqué par la suite des mélénas et également, si on reprend de l'autre côté, vous avez une bradycardie iatrogène sur la déshydratation parce que vous avez un cumul des bêta-bloquants sur l'insuffisance rénale qui va provoquer une chute. Cette chute provoque une fracture iliopubienne et la fracture va également provoquer un hématome du psoas. Donc vous avez à la fois méléna et hématome du psoas qui nous mène à une anémie pour laquelle on a été obligé de transfuser la patiente qui était déjà très fragile. On a des méthodes de transfusion qui sont très douces chez les patients âgés. Malgré ça, ça lui a provoqué de la surcharge volémique avec une décompensation cardiaque et un OAP étant donné qu'elle était déjà fragilisée au niveau respiratoire par la grippe. Et cette patiente est finalement décédée malgré ce qu'on avait pu faire en prévention. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas classique, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et c'est ce qu'on essaye, nous, d'anticiper au maximum via le schéma vaccinal. Donc, c'est pour ça que nos patients ressortent quasiment tous avec une ordonnance de vaccin où dedans, vous avez effectivement pneumocoque, VRS, grippe, Covid, le zona. Enfin, on leur fait vraiment le cocktail complet parce qu'on sait que chacune de ces pathologies peut déboucher sur ce type de présentation clinique. Diapo suivante. Globalement, les pneumopathies en gériatrie, c'est une des premières causes d'hospitalisation et décès en milieu gériatrique. Il y a 100 fois plus de pneumopathies chez le sujet âgé que chez le jeune et la mortalité est bien, bien supérieure. Nous, c'est le principal facteur déclenchant de décompensation cardiaque dans le service en termes de codage. L'incidence, elle augmente significativement avec l'âge, en lien avec l'immunosénescence, mais aussi avec les fragilités liées au sujet âgé de façon intrinsèque que le docteur Conrad a déjà un petit peu détaillé tout à l'heure. Vous avez le vieillissement de l'appareil respiratoire qui va être un petit peu plus rigide, disons, moins adaptatif, avec parfois des syndromes restrictifs sur des camptocormies ou des patients qui vont être un peu diminués sur le plan physique. Vous avez une diminution de l'acidité gastrique, vous avez une augmentation du risque de fausse route. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ce risque, il va être encore plus important chez les patients vivant en institution, comme ça a déjà été dit. Donc, c'est des patients chez qui on va vraiment être très vigilant. Diapo suivante. En épidémiologie, je vais aller très vite parce que ce n'était pas le sujet de cette présentation, mais globalement, vous voyez un peu la répartition des virus qui sont responsables d'insuffisance rénale, d'insuffisance respiratoire aiguë, pardon. Donc vous avez quand même globalement 22% où c'est la grippe, 7% le VRS, le Covid 15% et 40% indéterminé. Donc quand on regarde un petit peu au total, vous vous rendez compte qu'il n'y a que finalement le 7 et le 12% du rhinovirus et métapneumovirus sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, mais le reste, on a une marge de manœuvre qui est assez importante. Diapo suivante. Ça, c'est un exemple concret. Alors, je vous ai pris cet exemple-là sur la grippe, mais qui est transposable aux autres virus. Vous avez, suite à une vaccination, 16 à 50%, pardon, que sur une grippe, vous avez 16 à 50% de risque d'exacerbation d'une maladie cardiovasculaire, etc.
Et le fait de vacciner, ça diminue l'inflammation systémique et donc ça va permettre de contribuer à la diminution de l'instabilité des plaques et des maladies cardiovasculaires. Ça module aussi le système immunitaire en influençant la réponse au virus. Et ça prévient aussi les infections secondaires, ces dernières pouvant bien sûr aggraver les maladies cardiovasculaires. Diapo suivante. Ça, c'est une étude qui avait été faite dans 8 pays d'Europe et d'Asie, où ils avaient inclus des patients de plus de 18 ans. Alors, c'était pas tout à fait nos patients à nous, là. Par contre, la caractéristique, c'est qu'ils étaient tous en infarctus, en post-infarctus immédiat. Donc ça, c'est beaucoup plus que nous, on croise dans le service. Le critère du jugement était composite, mais par contre, ça a été un critère, un cumul de critères durs avec des décès, des infarctus et des thromboses de stent à 12 mois. Et au final, on s'est rendu compte que avec la vaccination, on diminuait le risque avec un ratio à 0,71, donc moins 28% de complications derrière. Diapo suivante. Ça, alors c'est encore une fois sur la grippe, pas sur le Vericini pneumocoque, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on se rend compte que malgré la sévérité de l'épidémie qui avait été celle de l'année enfin, l'antépénultième, on va y arriver, il y avait seulement 54% des plus de 65 ans qui avaient été vaccinés pour un objectif qui était à plus de 75% par l'OMS, alors même que les recommandations étaient très très largement diffusées et que la prise en charge financière elle est complète hein, pour la grippe. Alors j'avais fait moi une supervision d'un travail de thèse qui a été publié en 2021 sur le pneumocoque et c'est des données qu'on retrouvait déjà et en fait, on se rendait compte qu'il n'y avait pas que un problème avec les patients, il y avait aussi un problème avec les prescripteurs, c'est-à-dire les médecins, où la plupart, en fait, avouaient ne pas vacciner leurs patients et les 3 critères principaux étaient un peu tristes, mais c'est comme ça. Ce qu'on avait retrouvé, c'était que la plupart du temps, c'est que les médecins simplement oubliaient de prescrire le pneumocoque, donc il y avait un vrai manquement là-dessus. Il y avait une méconnaissance des recommandations, alors même qu'elles sont quand même largement diffusées. Et le dernier point, c'était le manque de temps. Et c'est là où, à mon sens, le pharmacien prend toute sa place dans cette vaccination. C'est parce qu'au final, si on est deux têtes à penser, bah, ça majore les chances de vacciner nos patients. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à en parler aux patients quand ils viennent en officine ou à l'hôpital. Parce que voilà, si le médecin a oublié éventuellement la prescription, ça permet d'y penser. Et si le médecin n'a pas le temps de vacciner, ce qui à mon avis ne peut pas s'entendre, mais admettons, et ben à ce moment-là, effectivement, le pharmacien, sur certains vaccins, peut vacciner. Donc, du coup, c'est vrai que ça augmente les chances de protéger son patient. Il y a une petite mise au point qui a été faite par le ministère de la Santé, là, qui est toute récente sur les infections respiratoires, que je vous invite à regarder. Je vous ai mis le lien sur cette diapo suivante. Ça, c'est une enquête aussi qui était intéressante sur l'adhésion vaccinale des seniors au vaccin contre les infections respiratoires aiguës. Alors, ça reprenait un peu l'ensemble des vaccinations respiratoires qui datent de l'année dernière. Vous voyez que finalement, 80% des patients âgés sont favorables à la vaccination en général. Donc, ce qui est plutôt encourageant, je trouve, même si les 20%, il faut encore qu'on travaille dessus. Pour la Covid-19 ou la grippe, tout le monde globalement déclarait être vacciné ou avoir été vacciné sur l'année précédente. Par contre, moi, ce qui m'avait un peu surpris dans cette étude, c'est qu'il y avait seulement 66% des seniors qui considéraient que leur professionnel de santé était la source d'information et de décision principale vis-à-vis de leur vaccination. Alors c'est vrai qu'on se dit que le patient est censé être vraiment au centre de sa prise en charge, mais à mon avis, le rôle des professionnels de santé, il est bien plus important que ça. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir comment dire, il faudrait que ce chiffre augmente pour que vraiment les patients aient en connaissance l'impact que les connaissances du médecin et du pharmacien peuvent avoir sur ces vaccinations. Il y avait 42% des personnes qui étaient non vaccinées et 31% de celles qui n'étaient pas vaccinées contre la grippe expliquaient le refus par un rejet d'une vaccination annuelle. Et c'est là où effectivement, sur le pneumocoque, on est un peu meilleur, donc ça fera déjà une réponse à leur apporter. Le second motif de refus, c'était la préférence pour une protection basée sur les gestes barrières. Donc là, c'est pareil, c'est bien leur rappeler que la protection, elle est optimale quand tout ça est combiné et c'est pas l'un ou l'autre. Vous avez aussi des gens qui refusaient la vaccination contre la Covid simplement parce qu'ils préféraient l'homéopathie ou des médecines alternatives. Donc ça, après, c'est soumis à débat. Et 44% des gens qui étaient opposés au vaccin contre la Covid-19 et 60% des antigrippaux disaient que de toute façon, ils ne changeraient pas d'avis, ce qui veut quand même dire qu'on a quasiment la moitié qui est prête à changer d'avis. Donc, il y a encore du boulot. Voilà. Je vous laisse diapo suivante.
Voilà, donc ça, c'est encore avec mon regard de gériatre. Donc la vaccination, c'est bien, mais ça suffit pas. En gros, ce qui est hyper important chez le sujet âgé, c'est, et c'est ça qui est dur, c'est de tout prendre en charge en même temps. Si on prend les choses de façon très uniciste, on arrive dans le mur, soit parce que on n'a pas pris en charge l'ensemble du patient et que d'autres comorbidités ont pu finalement gréver son pronostic de façon plus importante, soit parce que via les traitements qu'on met en place ou même les préventions qu'on met en place pour éviter certaines maladies, ben, en fait, on va avoir un impact négatif sur l'ensemble de la prise en charge du patient. Si, admettons, j'ai un patient qui a une diverticulose avec des saignements réguliers au niveau digestif et que je trouve une arythmie et que je le mets sous anticoagulant, bah, la balance bénéfice-risque, bien sûr, va être défavorable si je ne regarde que le cœur. Donc on peut par exemple lutter contre les troubles de déglutition, réduire les traitements à risque, réaliser des soins bucco-dentaires pour lutter contre la dénutrition et le risque infectieux, la lutte contre la dénutrition, les supplémentations vitaminiques, bien penser aux précautions standards sur les périodes épidémiques et vacciner, vacciner, revacciner et encore vacciner. Diapo suivante. Vous pouvez aussi prendre en compte, alors là c'est très 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 large et sociétal, prendre en compte les autres problématiques liées au vieillissement qui sont pas forcément que biologiques, hein, ça peut être social, familial, environnemental, etc. Parce que finalement quand on vieillit, on a tendance à s'isoler avec une perte, un éloignement des proches hein, pour des raisons professionnelles, personnelles, déconnexion des nouveaux modes de communication. Hein, les patients âgés ont énormément de mal à communiquer avec les nouveaux moyens, j'allais dire, que les sujets plus jeunes maîtrisent parfaitement. Aussi d'une part parce ils ont une perte de leur capacité d'adaptation et en plus parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, parce qu'ils n'ont jamais fonctionné comme ça, donc ils ne voient pas pourquoi ils devraient changer. Vous avez aussi des pertes de mobilité, des afférentations, voilà, tous ces éléments vont mener progressivement le patient à s'isoler, à être moins bien pris en charge sur le plan global. Il y a aussi des problématiques psychosociales, hein, les patients qui vont perdre leur conjoint, qui ont eux-mêmes des difficultés à appréhender leur fin de vie, qui vont tomber dans de la précarité. Donc voilà, c'est une prise en charge sociale et psychologique à avoir avec eux. Il y a un haut risque d'inobservance médicamenteuse et de suivi. Vous avez une majoration des besoins médicaux alors même que la démographie médicale est actuellement en berne. Diapo suivante. Donc ça, voilà, c'est simplement une diapo pour vous dire qu'il y a quand même des actions d'envergure qui sont menées à l'échelle nationale, hein, depuis maintenant de nombreuses années. Il y avait un énorme plan qui avait été mis en place en 2015. Le but, surtout, ce que je retenais, moi, sur ce plan et qui avait été repris par les Nations Unies sur un plan 2020-2030, c'était surtout de lutter contre l'agisme. C'est de ne pas être fataliste face à un patient âgé, se dire, oh, bah, de toute façon, à 87 ans, le vaccin, on ne voyait plus à ça près. Au pire, s'il a une grippe, il partira. En fait, personne n'a le droit de décider ça. Un patient de 87 ans peut tout à fait encore avoir 10 ans à vivre. Il a potentiellement une activité encore importante. Même si ce n'est pas le cas, il peut tout à fait se satisfaire de sa vie telle qu'elle est, même si c'est des petits plaisirs du quotidien. Et lui éviter des hospitalisations, lui éviter du handicap, c'est le rôle princeps du médecin ou du pharmacien. Diapo suivante. Donc en conclusion, chez le patient âgé, mieux vaut prévenir que guérir parce que ça coûte moins cher et ça prend moins de temps. Donc je vous invite fortement à vacciner les patients sur les pathologies respiratoires pour avoir un meilleur impact sur la morbimortalité et la dépendance. Je rappelle que le patient âgé est une cible primordiale d'une vaccination complète, hein. Alors évidemment, il faut essayer d'être, quand les patients sont un peu récalcitrants, il faut y aller progressivement et vaccin par vaccin, mais l'idée c'est d'avoir une couverture globale. Nous avons tous un rôle essentiel dans la formation, la sensibilisation, mais aussi la réalisation de la vaccination. Et je rappelle donc que le patient âgé nécessite une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, donc, je suis Marie Sekala, je suis pharmacien responsable médical chez Pfizer et je vais vous présenter des données un peu sur nos vaccins, donc Prevnar 20 et Abrysvo. Donc, en introduction, une slide sur notre pipeline. Elle n'est pas exhaustive, elle fait un focus sur les principaux vaccins dans les infections respiratoires, donc Prevnar 20 et Abrysvo, dont je vais vous parler tout à l'heure. On a également des vaccins dans la méningite, donc Nimenrix pour les sérogroupes ACWY et Trumenba dans la méningite à sérogroupe B. Et également, bien sûr, vaccin Covid-19, Comirnaty. Et sachez qu'on a des vaccins en développement en phase 2 et 3 pour des vaccins ARN messager contre la grippe et également des vaccins combo grippe et Covid. Slide suivante. Donc, pour le pneumocoque, je vais revenir sur les couvertures vaccinales dont on a déjà un peu parlé et vous donner ensuite des données d'efficacité sur le vaccin Prevnar.
Slide suivante. Donc, pour préciser vraiment le niveau de couverture vaccinale, on a mené une étude avec l'assurance maladie, donc une étude rétrospective de cohorte sur des données du SNDS entre 2014 et 2020 pour évaluer la couverture vaccinale française, donc des adultes à grippe pour les vaccins antipneumococciques et aussi antigrippaux. Donc, les adultes à risque, on l'a vu avant, les patients immunodéprimés ou porteurs de comorbidité. Donc, sur la slide suivante, vous voyez les résultats de la couverture vaccinale en 2020. Donc, à gauche, les patients comorbides. Donc, les histogrammes bleus correspondent à la vaccination grippe, qui était pour ces patients de 53,8%. Et en bleu ciel, la couverture vaccinale pneumococcique, donc vous voyez qui est très faible en 2020, 8,5%, avec au sein de ces patients, les patients les moins bien protégés, représentés par les patients diabétiques. À droite, la couverture vaccinale des patients immunodéprimés, donc qui était légèrement meilleure, mais néanmoins très insuffisante, puisqu'on arrive à seulement 19,1% de couverture vaccinale pneumococcique, et les patients sous chimiothérapie pour tumeurs malignes étant les moins bien protégés, seulement 14,9%. Slide suivante. On a voulu également regarder une évolution de ces couvertures vaccinales pneumococciques et grippales entre la période avant et après Covid, donc entre 2019 et 2023. Et vous voyez les résultats sur l'histogramme en bas à gauche. En rouge, les couvertures vaccinales de la grippe. Donc on voit qu'elles ont diminué en fait entre 2019 et 2023. On est passé de 47% de couverture vaccinale antigrippale à 34%. En parallèle, on a légèrement augmenté la couverture vaccinale antipneumococcique, puisqu'on passe de 7% en 2019 à 13% en 2023. Ce qui a été mis en évidence aussi dans cette étude, c'est qu'en fait, c'est surtout des occasions manquées de vaccination, parce que les patients n'étaient pas dans un désert médical. En fait, ils avaient tous eu accès, enfin la majorité, 85% d'entre eux, à un médecin généraliste pendant l'année. Ils avaient tous eu globalement des soins infirmiers. Un patient sur deux avait consulté un spécialiste en ville, et pour 37% d'entre eux, ils avaient été à l'hôpital, soit pour une consultation, soit pour une hospitalisation. Slide suivante. Santé publique France a également publié l'année dernière des données de couverture vaccinale régionale contre le pneumocoque chez les adultes âgés de 65 ans et plus à risque. Et donc, pareil, on voit que seulement 16,7% de ces patients étaient correctement vaccinés contre le pneumocoque. On peut regarder au détail de notre région qui nous concerne, à la première ligne Auvergne-Rhône-Alpes, 16,9%, donc dans la moyenne, mais vraiment très faiblement. Santé publique disait que justement la simplification des recommandations, le fait que maintenant il n'y ait plus qu'une seule dose d'un vaccin antipneumococcique, donc soit PCV20, soit PCV21, plutôt que les 2 doses à l'époque Prévenir 13, Pneumovax, allait normalement améliorer cette couverture vaccinale en simplifiant le schéma. Et le décret d'extension des compétences vaccinales aussi aux infirmiers et aussi aux pharmaciens, donc à vous, va aussi normalement permettre d'augmenter ces couvertures vaccinales. Donc slide suivante. Concernant les vaccins antipneumococciques, donc la stratégie de Pfizer, elle a été d'ajouter des sérotypes additionnels choisis pour répondre à l'évolution épidémiologique des infections à pneumocoque, donc parce qu'ils étaient associés à des infections invasives, associés à des résistances aux antibiotiques ou à une mortalité élevée, mais tout en conservant les sérotypes historiques. Donc Prévenir 20, en fait, c'est la même composition que Prévenir 7 et Prévenir 13, mais on a rajouté ensuite 7 sérotypes pour répondre à cette nouvelle épidémiologie. Je ne vous fais pas le détail de toutes les études dont on dispose, mais sachez juste qu'en plus des études d'immunogénicité et de tolérance pour Prévenir 20, on a également des études d'efficacité en vie réelle, en fait, qui ont confirmé l'efficacité de Prévenir pour la réduction des pneumonies aiguës communautaires et des hospitalisations et des infections invasives à pneumocoque qui ont été montrées donc en vraie vie. Slide suivante, c'était la composition sérotypique des différents vaccins. Anne Conrad en a déjà parlé au début, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais passer à la slide suivante. Pour ce qui est rapidement sur la composition donc, de Prévenir 20, donc c'est un vaccin polyosidique conjugué donc, à 20 valences qui est adjuvanté avec du phosphate d'aluminium, et il peut être administré, donc on l'a vu au début, en concomitance avec un vaccin antigrippal quadrivalent et un vaccin à ARN messager. Slide suivante, c'est le rappel des recommandations, mais pareil, je ne reviens pas dessus. Donc, tous les patients de 65 ans et plus et les patients à partir de 18 ans qui seraient soit immunodéprimés, avec la liste ici, soit non immunodéprimés, mais porteurs d'une maladie sous-jacente qui les prédispose à la survenue d'infections invasives à pneumocoque. Pareil, il y a la liste ici, vous la retrouvez aussi dans le calendrier vaccinal. Slide suivante.
Pour le virus respiratoire syncytial, pareil, je vais revenir rapidement sur les données de phase 3 et nos études en vie réelle. Slide suivante. Donc ici, vous avez les résultats d'efficacité de notre étude clinique Renoir qui a permis d'avoir l'AMM pour Abrysvo. Donc c'était 40 000 patients de plus de 60 ans qui ont reçu soit un placebo, soit le vaccin candidat Abrysvo. Et on a regardé l'efficacité sur la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au VRS. Et donc vous voyez ici, au bout de la première saison vaccinale, à peu près au bout d'un an, on a une efficacité vaccinale de 88,9% pour Abrysvo contre placebo, une efficacité qui se maintient à la deuxième saison, mais si elle diminue un peu, on arrive à 77,8% d'efficacité vaccinale après 2 saisons, sans qu'il n'y ait eu de revaccination. Slide suivante. Cette efficacité... slide suivante, s'il vous plaît. Cette efficacité, elle s'accompagne d'un très bon profil de tolérance, avec au niveau des réactions locales, les réactions fréquentes étaient des douleurs aussi d'injection, rougeur, gonflement, comme classiquement avec les vaccins. Et pour les événements systémiques, douleurs articulaires, musculaires, fatigue et maux de tête. À noter très peu de fièvre et un taux similaire entre le bras placebo et le bras Abrysvo, ce qui est confortable puisqu'on va vacciner là une population de patients âgés. Et tous les événements étaient globalement des événements de grade léger à modéré qui se sont résolus entre 1 à 2 jours. Slide suivante. Donc Abrysvo, c'est un vaccin bivalent à protéine F des sous-types de VRS A et B, donc il est sans adjuvant. Il se présente sous forme d'un flacon unidose et d'une seringue pré-remplie. Il se conserve au réfrigérateur. On l'a vu, il a 2 indications et c'est un vaccin qui peut être co-administré avec vaccin Covid et vaccin grippe saisonnière. Slide suivante, ce sont les indications. Donc la femme enceinte pour protéger son nourrisson jusqu'à 6 mois et ensuite l'adulte âgé, on a une extension d'indication à partir de 18 ans, mais on voit sur la slide suivante, et Dr Conrad en a parlé avant, que les recommandations sont plus limitées. En effet, tous les patients de 75 ans et plus et les sujets à partir de 65 ans qui présentent des pathologies respiratoires chroniques ou cardiaques. La HS ne s'est pas prononcée sur la pertinence ou la nécessité d'une revaccination itérative et je vous rappelle donc qu'il n'est pas remboursé actuellement en ville, il a juste son agrément aux collectivités. Slide suivante. Comme pour le pneumocoque, on a de nombreuses études en vie réelle. Je ne reviens pas en détail. On a des études notamment au Danemark et aux États-Unis qui ont montré donc, en vie réelle des taux d'efficacité vaccinale comparables à celles des essais cliniques, notamment sur les hospitalisations pour la maladie des voies respiratoires inférieures liées au VRS. Slide suivante. Pour conclure, donc, pour le pneumocoque, Pfizer dispose d'une expérience de plus de 20 ans donc sur les vaccins antipneumococciques. Le Prévenard 20, c'est une extension de Prévenard 13 qui a 7 sérotypes additionnels qui répondent à l'évolution épidémiologique du pneumocoque et qui a démontré donc, une immunogénicité en comparaison au Prévenard 13 et à Pneumovax. Il y a également des données d'efficacité en vie réelle. Mais il est vraiment important pour l'efficacité de tous les vaccins d'augmenter la couverture vaccinale et pour ça, vous avez vraiment un rôle à jouer à l'officine. Pour le VRS, donc on vient de le redire rapidement, une efficacité établie dans la réduction des infections des voies respiratoires inférieures liées au VRS avec Abrysvo chez les patients de plus de 60 ans au cours de la première saison, efficacité qui se maintient au bout de 2 saisons, un bon profil de tolérance, une recommandation un peu plus limitée chez les sujets âgés 75 ans et plus tout venant et les sujets âgés de 65 ans et plus qui ont des pathologies respiratoires chroniques, notamment la BPCO ou cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque. Un agrément uniquement en collectivité pour l'instant et il attend son remboursement en ville. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les intervenants. Comme je ne vois pas de questions, j'en avais préparé quelques-unes. La première, c'est pour le docteur Gourmelon. Comment ça se passe une consultation en gériatrie orientée vaccination? Est-ce que vous avez un temps dédié ou est-ce que ça fait partie d'une consultation générale dans laquelle vous incluez la vaccination? Et comment est-ce que vous l'organisez? Puisque visiblement, vous n'avez pas encore de vaccin dans le service. Vous déléguez cette tâche. Comment ça se passe?
Alors concrètement, c'est un temps qu'on inclut. Alors, vous parlez de consultation, mais c'est aussi en hospitalisation, hein, ou en hôpital de jour aussi d'ailleurs. En fait, c'est un temps qu'on inclut dans le temps de consultation. C'est jamais un temps dédié, simplement parce que de toute façon, on ne peut pas se permettre d'avoir des temps dédiés à la vaccination en consultation. Essentiellement parce que nos patients sont quand même âgés, difficilement mobilisables. Donc en fait, on a plutôt une stratégie de faire un peu du tout en un et c'est pour ça qu'on a créé l'hôpital de jour là il y a un peu plus d'un an et qui marche à plein parce qu'en fait ça nous permet de répondre à l'ensemble des problématiques posées sur un patient en même temps. La grande difficulté c'est que quand vous avez un patient qui arrive en consultation de gériatrie, il y a 5, 6, 7, 8, 10 problèmes à gérer qui du coup évidemment n'est pas gérable sur un temps de consultation. Donc c'est vrai que l'hôpital de jour nous permet ça. Dans tous les cas, on fait toujours un rappel sur les vaccinations en fin de consultation et on pose toujours la question en amont sur la mise à jour du calendrier vaccinal. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que ça se fait. On n'a pas de consultation prévue pour ça. Par contre, on a une infirmière de pratique avancée qui, elle, a des consultations aussi plus rapides, j'allais dire, en termes de délai, et qui met aussi un certain temps à expliquer les vaccinations, les recommandations, etc. Est-ce que vous avez un accès au DMP dans le service? Parce que le pharmacien, en règle générale, trace toutes les vaccinations dans le DMP, mais ce qui remonte du terrain, notamment de la part des médecins généralistes, c'est la difficulté d'accéder à cette donnée dans le DMP. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est très automatisé. Est-ce que vous avez accès au DMP? Parce que bon, c'est des patients avec des troubles cognitifs, hein, souvent. Donc, on s'en tient toujours au carnet papier ou est-ce que voilà, vous avez des moyens un petit peu plus modernes? Non, on a accès aux DMP, on les consulte très régulièrement. Après, simplement, là où je rejoins mes collègues, c'est que pour y accéder, c'est long, parce qu'il faut appuyer, je pense, sur 18 boutons différents avant d'arriver à l'information qu'on souhaite. Mais non, non, on y a accès, bien sûr. Alors, je vous cache pas qu'en général, nous, nos patients sont accompagnés, ce qui aide pas mal, parce que les familles de patients se souviennent quand même globalement bien des choses, donc ça nous fait souvent gagner du temps. Si par contre, effectivement, on n'a rien, on va sur le DMP. Si sur le DMP, on n'arrive pas à avoir l'information, on appelle soit le médecin traitant, soit le pharmacien. Mais vous voyez, tout ça, c'est chronophage et ça ne répond qu'à la question de la vaccination au milieu d'une consultation d'un hôpital de jour qui inclut 10 autres problèmes. Donc, effectivement, le DMP, oui. Après, est-ce que c'est efficace? Pas toujours. Oui, c'est ce qui revient souvent. J'avais une question pour le docteur Conrad. Donc, on a très bien vu qu'en fait, il y a un chevauchement des sérotypes entre le Prévenart 20 et Prévenart 21. Donc, ce que beaucoup disent, est-ce qu'idéalement, on ne pourrait pas prévoir dans l'avenir, justement, de commencer par un Prévenart 20 et puis 2, 3, 4, 5 ans plus tard, faire un Prévenart 20 afin de cibler un panel de sérotypes extrêmement efficient pour protéger le patient. Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est ce que proposent certains infectiologues. Pour le moment, il n'y a aucune étude qui a évalué ça. Euh, ça semble pertinent, en tout cas d'un point de vue uniquement si on regarde la composition sérotypique, parce que faire un Prévenart 20 puis un Capvaxive, ça permettrait de couvrir, alors si mes calculs étaient bons, c'est 31 sérotypes. Donc ça semble intéressant. Alors, à quel intervalle? Est-ce que c'est au bout d'un an? Est-ce que c'est au bout de 5 ans? Sachant que d'ici 5 ans, on aura d'autres vaccins. Dr. Chekala le montrait dans le pipeline de Pfizer et il y a d'autres firmes aussi qui développent d'autres vaccins pneumococciques conjugués. Donc, à voir. C'est quelque chose qui se discute aussi là, comme vous évoquiez le fait que effectivement, je fais partie du COPID national d'actualisation des recommandations vaccinales de l'immunodéprimé. C'est quelque chose qui se discute pour les personnes les plus fragiles aussi. Mais voilà, pour le moment, Oui, ce n'est oui. pas recommandé encore. Après, pour répondre à la question, puisque voilà, Prévenart 20 ou Capvaxive, parce que le pharmacien, il a généralement les deux dans son frigo, il se pose toujours la question. Je vais faire un petit, enfin, ce qu'a dit le docteur Botello-Nevers. Pour l'instant, c'est pas VPC 20 ou VPC 21, c'est VPC 0, parce qu'on a un tel retard Mm. vaccinal que aujourd'hui, quel que soit le vaccin qu'on fasse, ça sera toujours efficient. Ça, c'est vraiment une idée. Voilà, ce VPC 0, c'est une très bonne image. On a tellement de retard à combler sur la vaccination pneumo que comblons-le, quel que soit le vaccin. J'avais une dernière question pour le docteur Sekala.
Donc, le nouveau calendrier vaccinal est sorti. On voit encore le vaccin VRS qui doit être proposé pour les personnes à partir de 65 ans, 75 ans. Alors, ils nous font des jolies cartes postales à ce sujet-là, mais pour l'instant, il n'est pas remboursé. Quand est-ce qu'on peut espérer un remboursement de ces vaccins, de ces 3 vaccins contre le VRS chez le sujet âgé? Merci pour la question. On aimerait le savoir autant que vous. C'est des négociations qui sont en cours avec les autorités, en fait, et on n'a pas de visibilité sur un calendrier très précis, quoi. On espère à la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà. Après, bon, je le précise pour les pharmaciens, l'Abrysvo est clairement au calendrier vaccinal, même s'il n'y a pas de remboursement. Il y a certains pneumologues qui poussent à faire ce vaccin. Bon, il n'est pas remboursé. Le seul dont on a un prix fixe, on va dire que c'est le vôtre, hein, c'est Abrysvo, puisque c'est une déclinaison de la femme enceinte. Donc voilà, on peut le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas remboursé. C'est vrai que le message, il est un petit peu équivoque passé par les autorités. On le recommande, mais sans le rembourser. Voilà, certaines mutuelles peuvent prendre en charge le remboursement des vaccins. Ça se fait aussi. Après, c'est vrai que ce sont des vaccins qui sont quand même assez onéreux. Je pense à la Brisevaux. Donc, pourquoi pas? C'est très bien. Hein, c'est encourageant parce qu'il y a aussi un poids, un fardeau pour le VRS chez la personne âgée. Alors, pour répondre au docteur Gourmelon, en fait, on commence à découvrir l'existence du VRS parce qu'on a développé les TROD grippe Covid VRS là depuis 2-3 ans. Alors avant, ils étaient remboursés, maintenant sont. Mais les médecins l'utilisent encore et c'est vrai que c'est la première fois où, dans le cadre de la médecine libérale, on a pu mettre le doigt sur l'existence de cette pathologie parce qu'on la touche. Moi, mon collègue médecin généraliste me disait ce TROD qui est triple, en fait, permet de montrer aux gens, puisque maintenant, il faut tout leur montrer aux patients. L'autoritarisme du médecin est passé depuis longtemps. Et c'est vrai que le TROD triplex permet de mettre le doigt sur cette pathologie-là, parce qu'au préalable, on aurait dit que c'était la grippe ou le Covid, alors que non, c'est le VRS. Donc, il commence à rentrer un petit peu, on va dire, dans les mœurs sur le plan libéral, hein, parce que vous, à l'hôpital, c'est un peu votre quotidien. Donc, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie. C'était très complet. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, docteur Gourmelon, pardon. Il faut mettre le micro. Ah oui. Enchaîner. Oui, non, je voulais simplement dire qu'effectivement, nous, on a un prisme hospitalier qui est complètement différent de celui de la ville, avec une pratique très large des tests respiratoires. Nous, dans le service, il y a une politique un peu double, à la fois sur le dépistage de ces problèmes respiratoires pour une histoire de pronostic, parce qu'on sait très bien qu'un VRS, un métapneumo, un Covid ou une grippe n'évolue pas de la même façon en termes de durée de prise en charge. Et nous, c'est hyper important d'avoir cette donnée-là pour une prise en charge gériatrique globale. La deuxième chose, c'est que vous avez tout simplement des problématiques de chambre double épidémiologiques. Et donc, du coup, pour des raisons épidémiologiques, du coup, on est un peu contraint de tester tous les patients qui sont en chambre double. Et on les teste même parfois de façon un peu large quand on a vraiment des doutes importants en rajoutant métapneumo, adéno, rhino en plus de la quadruplex. Et on tombe hyper fréquemment sur un de ces virus-là, ce qui nous fait du coup changer le patient de chambre avec les précautions standards et complémentaires qu'on connaît. Donc c'est vrai que voilà, nous, on a vraiment cette pratique-là et on se rend compte qu'il y a énormément de viroses respiratoires qui sont pas diagnostiquées. Bon, après, c'est sûr qu'en termes de traitement, ça change pas grand-chose, mais nous, en termes d'évolution, c'est quand même une importance majeure. Merci beaucoup. Merci encore à vous de vos interventions. Donc, vous retrouverez le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à mes interlocuteurs régionaux, parce que c'est un choix qui est fait de prendre appui sur des spécialistes régionaux. Docteur Conrad, on attend la vaccination de l'immunodéprimé avec impatience, parce que les pharmaciens sont parfois un peu perdus par des schémas un peu spéciaux. Des fois, des spécialistes vont dans des congrès internationaux avec des schémas bien à eux, mais pas forcément français. Donc, on attend ça avec impatience. C'est un énorme travail. Hein. Voilà, j'étais hier soir avec Cécile Janssen sur le sujet. C'est un énorme travail, beaucoup de relecture. En tout cas, merci à vous tous et puis à très bientôt pour les pharmaciens. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.